Bonjour, vous êtes élève en 6e et vous vous interrogez sur votre année de 5e. Vous vous demandez si l'option latin qui vous est proposée est intéressante. Ou peut-être êtes-vous un peu plus âgé et vous regrettez de ne pas avoir tenté l'expérience. Pourtant, il n'est sans doute pas trop tard pour intégrer ce parcours. Même en 4e ou en 3e, je suis sûre qu'il vous sera possible de réparer cette erreur. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas hésiter une seule seconde. Je vous connais. Vous imaginez déjà une augmentation atroce de votre charge de travail. Je le sais. Vous êtes déjà épuisé à cette idée. Alors qu'il ne s'agit que d'1, 2 ou 3 heures hebdomadaires, remplies utilement, et que vous ignorez tout, absolument tout, de l'immense horizon qui s'ouvre devant vous. Avec un peu de curiosité et d'engagement, vous ne verrez pas le temps passer, je vous l'assure. L'aventure sera, je vous le garantis, riche de bénéfices à mains égards. Le latin, c'est d'abord une langue, qu'on dit morte, certes, parce qu'elle n'existe plus en tant que telle comme langue nationale ou régionale, employée au sein d'une communauté pour échanger au quotidien, pour écrire, mais vous ne savez peut-être pas qu'elle vit toujours, bel et bien, à travers votre langue maternelle. En fait, apprendre le latin vous permettra de mieux comprendre votre propre langue. En premier lieu, je vais vous expliquer brièvement d'où vient le latin. Au XIXe siècle, des linguistes ont observé des similitudes, des ressemblances entre de nombreuses langues. Observons d'abord le tableau en haut à droite. Voici quelques racines indo-européennes, recréées à partir des mots suivants, signifiant à la première ligne « poisson », c'est le mot « piscis » en latin. À la deuxième ligne, nous retrouvons le mot « nuit », nox, noctis en latin, et enfin, à la troisième ligne, le mot « soleil », sol, solis en latin. À partir de là, nous pouvons observer que l'anglais et l'allemand présentent des radicaux assez proches, alors que l'italien, comme le français ou l'espagnol d'ailleurs, seront assez proches du latin. Enfin, le grec ancien, lui, apparaît assez différent par rapport aux autres langues. Pourtant, toutes ces langues-là appartiennent à un même ensemble, subdivisé en plusieurs groupes. Cette parenté est très nette entre ces radicaux, et c'est à partir de nombreuses observations et mises en relation que les savants ont établi comme un arbre généalogique des langues, répartis en groupes et filles de la langue virtuelle qu'est l'indo-européen. Dans le tableau central, vous remarquerez que le grec ancien est à part, seul, que le latin se range dans le groupe des langues italiques et que l'anglais et l'allemand se situent dans le groupe des langues germaniques. Ainsi, les linguistes ont pensé qu'un hypothétique peuple parlant cette langue mère aurait vécu dans le centre de l'Europe, puis qu'au cours de l'histoire, il se serait scindé en migrant dans toute l'Europe. Au fil du temps, leur langue aurait évolué différemment et aurait donné un ensemble de langues, donc différentes, réparties dans les groupes que vous voyez ici. Plus tard, le latin évoluera lui aussi et aura des enfants, les langues romanes, dont font partie le français, l'italien, l'espagnol, le catalan, etc. Comme vous l'avez déjà un peu deviné, apprendre la langue latine vous permettra d'accéder à une maîtrise renforcée de la langue française et des autres langues romanes, par l'étude de la grammaire, ce qui peut être un objectif très pertinent. Vous découvrirez un système de langue apparemment très différent du vôtre, mais ce sont les fondements de votre langue que vous allez explorer. Bien que déstabilisé au début, vous finirez par prendre goût à l'étude de cette langue, à aborder comme une gymnastique ou une enquête. D'ailleurs, je vous propose un petit texte qui illustre cette idée. Du latin à la nouvelle policière, les mêmes mécanismes mentaux sont en cause, qu'il faut conduire par des voies fort semblables. Les verbes, mais aussi les noms, prennent différentes formes au gré de la fonction qu'ils assument dans la phrase. De là en découlent de remarquables similitudes. Les désinences jouent dans un texte latin un rôle identique à celui des indices dans un problème policier. Une fois ceci relevé puis correctement interprété, tout s'enchaîne, tout devient évident pour le traducteur. En revanche, pour un indice passé inaperçu, pour une désinence mal comprise, il suffira qu'un seul point reste obscur pour faire obstacle à tout, et que rien n'aboutisse dans la traduction de la phrase. Vous voyez donc que le latin est une langue un peu difficile, a priori, et qu'il faut des années pour devenir un traducteur aguerri. Mais l'objectif n'est pas là.
C'est la réflexion même, développée dans l'exercice de la traduction, qui va vous construire, vous renforcer intellectuellement, vous apprendre le plaisir de la recherche. Enfin, à titre d'exemple beaucoup plus simple et presque anecdotique, mais pourtant pertinent, je vous laisse observer en bas à droite des faits orthographiques entourés d'un voile de mystère, immédiatement levé par la connaissance du latin. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le mot temps comprenait un S muet à la fin, de même pour le mot poids, mais si l'on observe l'étymologie, on se rend compte que temps vient de tempus, d'où ce S qui est resté dans le mot français. De même pour le mot poids, pondus, a laissé ce S résiduel dans le mot français. Vous avez aussi quelques autres mots que j'ai judicieusement choisis pour vous montrer que le latin peut vous aider à déjouer les pièges en orthographe. Sachez en tout cas que les programmes de langues et cultures de l'Antiquité sont étroitement liés à ceux de français. En latin, vous aurez souvent la chance d'aborder un même point de grammaire dans les deux disciplines, ce qui vous permettra de consolider vos acquis et de progresser. De manière plus flagrante, en termes de vocabulaire, l'apport est immense. Quelle que soit la formation des mots en français, vous découvrirez que le latin est absolument partout. Tout d'abord, nous avons hérité directement d'un certain nombre de mots latins conservés tels quels. Je vous propose quelques exemples ici. Agenda, par exemple, qui signifie en latin toutes les choses à faire. Et c'est effectivement donc le petit cahier dans lequel vous notez tout ce que vous avez à faire. Le quiproquo, c'est un mot que vous avez rencontré sans doute dans le cadre de l'étude du théâtre en français, et qui signifie en latin « qui à la place de qui ?» et donc il signifie un malentendu. Nota bene, souvent abrégé sous la forme NB dans les livres, et qui vous invite à bien remarquer un point précis dans une leçon, et lavabo, qui signifie « je laverai » en latin. Ensuite, nous avons les mots composés savants, issus du latin, qui sont un peu plus nombreux. Donc ce sont des mots, comme vous le savez peut-être déjà, composés de deux mots latins, de deux racines latines. Aqueduc, par exemple, est composé du mot qui signifie eau et du verbe conduire. Donc un aqueduc conduit l'eau. Manuscrit est composé du nom main et du verbe écrire, donc il signifie écrit à la main. Somnambule est composé du nom sommeil et du verbe se promener. Donc un somnambule se lève, se promène la nuit. Quant à la pisciculture, c'est l'élevage des poissons, piscis, nous l'avons vu tout à l'heure précédemment. Enfin, les mots dérivés constituent largement plus de la moitié des mots que vous employez en français. L'étude du latin vous permettra de mieux comprendre le sens des préfixes, radicaux et suffixes quand vous décomposerez des mots. Et vous aurez sans doute la chance de ne pas avoir à chercher un mot dans le dictionnaire parce que vous aurez fait du latin et que vous saurez donc deviner le sens d'un mot en le décomposant. Là, par exemple, je vous propose le préfixe ad qui signifie vers, il indique une direction. Donc dans atterrir, on voit que le D s'est transformé en T, au contact du T du radical. Atterrir signifie aller vers la terre. Concernant les radicaux, je vous propose servile, qui signifie soumis, qui obéit comme un esclave, et effectivement, servus signifie esclave en latin. Quelqu'un de belliqueux va chercher à faire la guerre, va être hostile, et on le comprend mieux quand on sait que bellum signifie la guerre en latin. Quant à puéril, il vient du mot puer en latin, qui désigne l'enfant, garçon de 7 ans à 17 ans. Et donc on comprendra bien le sens du mot en ayant appris cela en cours de latin. Enfin, j'ai choisi un suffixe assez amusant, diminutif. La rotule, en fait, signifie la petite roue. Effectivement, cette articulation tourne et permet à la jambe de se plier. Quant au calcul, c'est un petit caillou qui servait à apprendre à compter chez les Romains. Enfin, je vous propose aussi, dans le cadre de l'étude des familles des mots, et grâce à l'étymologie, je vous fais découvrir ici ce que sont les doublés, peut-être, et la variation du radical qui permet d'élargir la constitution des champs sémantiques. Ici, par exemple, j'ai choisi le mot masticare qui a évolué de deux manières différentes. Donc, il a donné le mot manger en évoluant chez le peuple, hein, c'est un mot d'origine populaire, et il a laissé le mot mastiquer qui est beaucoup plus proche étymologiquement, qui est un mot d'origine savante. Donc, ces deux mots sont de la même famille finalement. Pareil pour ministerium qui a donné métier et ministère, et legalem qui a donné
loyal et légal. Deux mots qui sont assez proches par le sens et pourtant aujourd'hui assez différents. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi l'occasion, dans votre parcours, de découvrir le grec, qui vous attire déjà de par la beauté de son alphabet, qui vous intrigue beaucoup, ainsi que par sa mythologie qui vous passionne et qui vous fascine. Sachez également que les apports linguistiques sont exactement les mêmes qu'en latin, quoique moins nombreux, car les systèmes de langue du latin et du grec sont assez proches et complémentaires, en grammaire comme en vocabulaire. Je vous propose ici, sur cette page, quelques mots expliqués dans leur formation. Prenons le mot philosophie, par exemple, qui dérive du grec ancien. Philosophia, composé de philein, qui veut dire aimer, et sophia, la sagesse, le savoir. C'est-à-dire littéralement la philosophie et l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir. Donc les mots composés savants sont très nombreux venant du grec aussi. Je vous propose photographie, par exemple, qui signifie littéralement l'écriture de la lumière. Le kinésithérapeute va vous soigner par le mouvement, et l'hippopotame, c'est le cheval du fleuve. Encore une autre raison de s'engager dans l'option latin. Cette année, vous avez découvert un certain nombre de textes fondateurs, dont la plupart sont issus de l'Antiquité gréco-romaine. Le choix de l'option se justifie ainsi par sa dimension culturelle. Avoir accès à des œuvres qui ont contribué à la richesse de notre identité contemporaine. Si l'on observe l'Europe aujourd'hui, la plupart des pays qui la composent ont bénéficié des apports de la civilisation romaine. Dans tous les domaines énumérés ici, vous découvrirez que notre culture n'a pas surgi du néant. Par exemple, La Fontaine avait lu les fables du grec Ésope et du latin Phèdre, s'en inspirant pour l'écriture de ses propres fables. De même, les dramaturges de l'Antiquité et le philosophe Aristote ont posé les principes de la tragédie. La poésie elle-même est un mot issu du grec poiein, signifiant créer. Or, nous ne créons rien à partir du néant, et cette matière que nous façonnons est héritée du passé. Vous apprendrez qu'à plusieurs moments de l'histoire, des mouvements littéraires et culturels et artistiques ont prôné un retour aux sources antiques. De manière plus générale, un élève latiniste comprendra mieux le patrimoine français à travers l'étude de l'architecture et des vestiges que les latins nous ont laissés. Vous vous rendrez compte également que tout ce que vous étudiez à l'école, tout ce que vous voyez autour de vous au quotidien a un rapport étroit avec l'Antiquité, dont nous observons l'héritage dans tous les domaines. Les sciences, vous avez déjà entendu parler de Thalès, de Pythagore, d'Archimède, d'Ératosthène peut-être, d'Euclide, qui avaient déjà fait des découvertes impressionnantes en mathématiques et en physique. Quant aux arts et à l'architecture, nous gardons encore une empreinte forte de l'Antiquité. Regardez bien l'Arche de la Défense, en haut à gauche. Ne reconnaissez-vous pas un arc de triomphe ? Ce n'est pas un hasard. Plus précisément, et dans le cadre de vos études en histoire, vous constaterez plus tard que le latin vous aura permis d'être éduqué à la citoyenneté, en vous apprenant ce que notre démocratie doit à son ancêtre, la République instituée à Rome au 5e siècle avant notre ère, qui a conféré le droit de vote et donc le droit de s'exprimer à ses citoyens, et acquis bien avant en Grèce, bien sûr. En explorant l'histoire ancienne, vous comblerez d'énormes lacunes culturelles qui vous empêcheraient de bien comprendre le monde contemporain, sous tous ses aspects comme dans sa globalité. Il est important de ne pas ignorer son passé, de s'inscrire dans une histoire collective et d'avoir des repères chronologiques clairs pour mieux appréhender le monde qui vous entoure et apprendre à penser avec justesse. Grâce à l'étude du latin et du grec, vous comprendrez les fondements de la démocratie grecque, les institutions et l'impérialisme romain. Vous mettrez en perspective vos connaissances en histoire, vous confronterez différentes visions du monde, vous comprendrez mieux les enjeux géopolitiques actuels. Dans la seconde partie de cet exposé, plus concrètement, vous allez voir également que cet enseignement restera complet, de même qu'il aura une dimension très clairement ludique et bien vivante pour les adolescents actifs que vous êtes. Nous arrivons à ce qui, je l'espère, vous convaincra de manière plus incisive. Il existe un nombre incroyable de sites archéologiques et de musées dans le bassin méditerranéen, ainsi que des associations ou musées proposant des ateliers pédagogiques. Je n'imagine pas qu'au cours de vos années de latin, un professeur oublie de vous proposer quelques sorties amusantes, dépaysantes et instructives. Ce sont de vrais voyages dans le temps qui vous seront proposés.
Ensuite, je vous souhaite bien sûr d'avoir l'occasion de réaliser un voyage scolaire au cours de ces années d'études. Rome et Pompéi restent les destinations privilégiées et les plus fréquentées par les groupes d'étudiants en langues anciennes. Mais peut-être aurez-vous même la chance d'aller visiter Athènes, Épidore, Olympie, Delphes. Ce n'est pas impossible. Ensuite, dans tous les cas, vous saurez améliorer vos résultats et serez valorisé aux examens. Le suivi de l'option permet en effet d'obtenir des points supplémentaires au diplôme national du brevet, puis au baccalauréat. Alors certes, vous ne viendrez pas faire du latin pendant 3 ou 6 ans dans le seul but d'obtenir des points aux examens. Mais en plus des inestimables acquisitions de vocabulaire, de grammaire, de civilisation que le latin apporte, vous verrez votre travail légitimement reconnu et récompensé. Et d'autres horizons s'ouvrent encore, car cela ne s'arrête pas là. Cet apprentissage permet de développer non seulement ses connaissances, mais aussi des compétences, sa créativité, son esprit d'initiative. Des projets donc, variés et nombreux, en fonction des établissements, de vos professeurs, des années, mais aussi de vous, car chaque groupe est différent. Il est possible de réaliser des choses incroyables. En voici quelques exemples, et d'autres à inventer encore, bien sûr. Ici, vous avez l'exemple d'un journal des latinistes de l'Antiquité, donc regroupant un ensemble d'articles sur les civilisations antiques, y compris l'Égypte, la Perse, tous les sujets qui passionnaient les élèves ont fait l'objet d'articles et permis la réalisation de ce journal biannuel. D'autres exemples encore, vous aurez peut-être l'occasion de créer des jeux de société. Ici, vous avez l'exemple d'un jeu des 7 familles, très réussi par des élèves de 5e. Vous avez un ensemble de lettres, ici, qui ont été écrites à l'occasion d'un échange entre élèves latinistes du monde, donc de l'autre bout du monde, avec des latinistes français résidant en France. Vous aurez peut-être la chance d'apprendre à créer des mosaïques ou d'élaborer des tenues grecques et romaines. Là, on voit un élève qui a su se parer d'une toge. Et vous avez aussi l'exemple d'une maquette du Forum romain intégralement réalisée par les élèves. Il y a de nombreux autres projets encore que l'on peut imaginer et que vous saurez peut-être suggérer à vos professeurs dans les années qui viennent, qui sait. Enfin, vous deviendrez des élèves moteurs, fiers de défendre cette option, et vous la présenterez aux autres élèves en leur proposant aussi de participer à des projets. Vous proposerez des concours, vous présenterez vous-même l'option aux prochains élèves en 6e. Donc vous prendrez beaucoup de maturité à travers cette option. Nous arrivons donc à la conclusion. Donc, en choisissant l'option latin, vous êtes sûr d'acquérir des bénéfices inestimables, des acquis pour la vie. Cela se limite à 1 heure, 2 heures ou 3 heures d'enseignement hebdomadaire selon les niveaux. La charge de travail à la maison devrait rester assez mesurée, car les professeurs sont conscients que c'est une option que vous choisissez en plus. Vous serez réunis dans cette option avec des élèves enthousiastes, curieux et investis. Et enfin, vous êtes sûr de rencontrer des professeurs passionnés, bienveillants et dynamiques. Walete amiki, à bientôt.